C'est la fin de l'année. À la Sister House, des bénévoles ont organisé une collecte de dons pour confectionner des paquets cadeaux de Noël à distribuer aux Sisters. La maison se décore. On célèbre cette fin d'année dans un mélange atypique de traditions religieuses, de fêtes et de coutumes qu'on ne retrouve qu'à la Sister House. On profite aussi des plaisirs d'hiver. On prend soin de soi, on joue, on papote de la vie dans la maison et on émet des souhaits pour l'avenir. On garde espoir. C'est aussi l'occasion de regarder en arrière pour faire le bilan et apprécier tout le chemin parcouru. Se réjouir des petites et grandes victoires. Se dire que l'une des forces de ce projet est peut-être d'avoir eu si peu de ressources financières et matérielles au début, mais tellement d'énergie et de créativité que ça donnait le sentiment que tout était possible. Puis se tourner vers l'avenir et imaginer un projet qui continue de prendre de l'ampleur au niveau du terrain, mais aussi au niveau politique. Un projet en constante évolution, porté et façonné par des femmes de différents horizons dans une optique de défendre et de pratiquer un accueil toujours plus digne et adapté pour celles qui arrivent. Pour imaginer et proposer de créer des liens avec d'autres projets similaires dans d'autres pays d'Europe et faire résonner les pratiques et les visions. On ne sait pas vraiment si ce modèle existe ailleurs, mais on a envie de croire qu'il existe d'autres Sister House et que les femmes, ici et là, réinventent les pratiques de solidarité et d'hospitalité. Bienvenue à la Sister House. Welcome, sister. Turavukan. Et quoi, je dois dire comment alors? Turavukan. Turavukan. Ça veut dire on est de la même famille. Welcome, sister. Asanay dahan masaki. Welcome, sister. Salam, on basalam matash ehete. Welcome, sister. Welcome sister. Welcome, sister. Tata urakomeye. Welcome sister. مرحبا أختي. Ah, yes. Welcome, sister. وعرحان مساقي حاكيناتي. Welcome sister. كريم فوكالي. Welcome sister, bienvenue ma sœur. Yeah. Ta 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 ta. La Sister House est de sortie aujourd'hui. Bras dessus, bras dessous, une trentaine de femmes traversent le marché de Noël de Bruxelles avec un objectif, la Grand Roue. Les filles sont redevenues des enfants. Elles sont super excitées. Suzanne trépigne d'impatience. On appelle ça comment? Une Grand Roue. Une grande roue, moi je n'en sais rien. Voilà. Maintenant je suis excitée. Maintenant je suis excitée d'entrer dans cette grande roue. Je suis excitée tellement voir comment il s'arrête, comment... C'est chaud. Noël, le Père Noël, c'est chaud. Un peu plus loin, Nour a les yeux levés vers le manège. On peut lire sur son visage la peur qui se mêle à l'excitation. Have you already done this? No, I never did this before. It's my first time. Elle dit « Je n'ai jamais fait ça, c'est la première fois ». Par petits groupes, nous montons dans les nacelles. Nour est assise à côté de Jenny, une bénévole, et s'accroche à son bras complètement affolée, alors que nous nous élevons comme un nuage au-dessus de la ville. Elle n'ose pas regarder dehors, alors Jenny la rassure et lui décrit le paysage. Oh my God. It's normal. So it's going to do this all time? No, Oh my God! Julie! Yeah, I'm here. Don't worry, okay? The best thing is to look outside. Assise en face, Myria, elle, a l'air plutôt sereine. Elle dit que ça lui fait pas peur. Mais si on tend l'oreille, on peut l'entendre chuchoter des prières dans son foulard. Okay, I'm here. l'atomium. Look, we see the Oh, atomium. I can't look outside. I You can do it. Wait, when you see here the justice, No, I don't move. the Palais de Justice is there. Look, it's very nice. Oh my God. Oh, look, people are so small. Dans les autres nacelles, on peut voir les sisters qui prennent des selfies et qui regardent au loin l'horizon. Ces femmes sont venues de loin. Parfois, elles ont tout perdu ou tout plaqué. Et les voilà ici, avec Bruxelles qui s'étend sous leurs pieds. Doucement, nous redescendons sur terre. Les filles partagent leurs ressentis et prennent des photos de groupe au pied de la Grand Roue. Elles se tiennent par les épaules et font de grands sourires. Bientôt, leurs routes se sépareront, mais aujourd'hui, elles sont ici, ensemble. C'était cool. Je pensais que j'allais faire peur parce que je pensais qu'il va rouler vite. Mais c'était doucement, c'était bon.
Encore. C'était pas assez? C'est pas assez pour moi. Bon, le fait que je voyais dans un film, dans un télé, je pensais que ça faisait peur, mais apparemment, c'est pas peur. Apparemment, ça ne roule pas vite comme je pensais. Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de la vue? La vue de Bruxelles, c'est cool. J'ai vu le basilique, c'est l'église basilique de Bruxelles qui est très grande. Je l'ai vu. T'as vu l'atomium? Ouais, j'ai vu. C'était cool. C'était un bon souvenir pour les sisters. De retour à la maison, dans le salon, des filles papotent en jouant à Uno. Elles parlent de la météo, de l'hiver belge et de la pluie qui tombe dehors. L'une d'entre elles dit que ça ne la dérange pas qu'il pleuve, qu'un pays où il y a la pluie, c'est un pays où il y a la paix. Toutes les trois viennent du Burundi. Plus loin, un groupe d'Éthiopiennes prennent le café. On discute un peu de comment se passe la cohabitation entre elles, entre les groupes de sisters de différentes origines. Est-ce que ça leur arrive de prendre le café ensemble? Pas trop, parce que nous, on n'est pas habitués à du café fort. Mais si tu es dans le salon, tu prends. On partage, elles-mêmes partagent, elles amènent tout. Si tu veux, tu peux aller prendre leur café, mais... Mais même la musique, on s'entend bien, leur musique, on danse. On essaie de mélanger tous les coutumes, tous les origines. Bon. Mais leur coutume est difficile. Ce café-là va les tuer un jour. Ils boivent trop de café. Pas un café simple, mais un café fort. Une sister arrive dans le salon avec un cornet de frites sauce Brésil. Elle dit « Ça fait des semaines que j'observe cette friterie par la fenêtre. Alors aujourd'hui, je suis descendue et quand je suis arrivée au comptoir, j'ai appelé la vendeuse Sister sans faire exprès par habitude. Je lui ai dit « Sister, j'habite juste ici à côté avec un grand groupe de femmes sans abri. Et tous les jours, je vois des clients faire la file devant ta friterie. Alors j'ai décidé qu'aujourd'hui serait le jour où j'allais enfin goûter tes frites. » Dans le salon, le cornet passe de main en main pour une dégustation collective. Oh, cette semaine, il n'y a pas de staff? C'est incroyable. Ils sont tous en congé. Ils sont tous en congé ou quoi? On a manqué des bisous, les câlins. Ça vous manque? Ouais. L'attention. C'est un peu vide, hein? Ouais, c'est un peu vide, c'est un peu vide. On dirait qu'elle est calme aussi. Comment ça s'est passé cette semaine? Vous avez célébré Noël? Ah ouais, oui. On a célébré Noël. C'était chouette. Pour moi, ça m'a paru que je suis encore dans mon pays Burundi parce qu'on fait des cadeaux de Noël. Ici aussi, au Sister House, on nous a donné des cadeaux. On a fait le repas. C'est moi-même que j'étais dans l'équipe. Qu'est-ce que tu as préparé à manger? On a fait les frites. On a fait la viande rouge. On a fait du riz. On a fait du riz. Bon, on a bu du jus, c'était comment? Oui, il y avait des gâteaux, du jus, de l'ambiance, on dansait, on chantait, c'était bon. Parfois, on pourrait presque oublier un instant qu'on est dans un lieu d'hébergement pour personnes migrantes et sans-abri, tant la Sister House se démarque de centre d'accueil classique. Et quand on voit l'ampleur du projet, on pourrait presque oublier qu'il y a quelques années, rien n'existait encore, qu'il y avait tout à construire, à inventer. Bâtir une maison où le soin est au centre de toutes les pensées, de toutes les initiatives. Un modèle d'accueil où les suivis psychologiques et juridiques sont aussi essentiels que de rire, de danser, de bricoler, de se coiffer, de faire la fête, de prier, de cuisiner, de vivre en communauté. Dans le salon, Anita scrolle sur le téléphone des bénévoles. Pour vérifier à la fin de chaque journée le nombre de sisters qui dorment à la maison ou qui sont partis, et donc avoir une idée des places qui se libèrent, on utilise une application pour smartphone. Quand une sister arrive, elle est inscrite dans le système. On lui donne un numéro et on prend une photo d'elle. Ces photos sont parfois difficiles à regarder. Quand elles arrivent jusqu'à la porte de la Sister House, les femmes sont souvent épuisées, usées par le chemin qui les a menées ici, abîmées par la vie en rue. Certaines ont le visage gonflé, le regard hagard ou fuyant. Ces mêmes femmes, après quelques jours, quelques semaines de vie à la maison, sont méconnaissables. Elles n'ont plus les mêmes traits, le même regard, plus la même posture. Elles sont passées d'un mode de survie à un moment de pause, qui permet d'apaiser le corps et l'esprit. Quand on remonte le fil de l'application sur le téléphone, c'est bouleversant de voir ces milliers de visages qui défilent. Nous avons discuté avec Nike et Adriana qui sont là depuis les tout débuts du projet. Je me dis que ce nombre de 3000 femmes qui sont passées par la Sister House, ça en fait un projet
gigantesque et qui dépasse totalement juste le lieu, le bâtiment en tant que tel. Ce projet, il a une ampleur beaucoup plus vaste de par le fait qu'il y ait autant de personnes qui soient passées et qui aient résidé. Ça me conforte dans l'idée qu'on se plante pas, qu'on fait quelque chose qui a du sens et qui est nécessaire. Ça me fait un peu peur aussi parce que je me dis qu'en 4 ans d'existence, on est toujours là, on est toujours nécessaire, que la précarité n'a pas beaucoup évolué, voire elle s'est un peu aggravée. Donc oui, ça m'inquiète un peu de me dire qu'on est toujours là et qu'on est toujours... c'est toujours nécessaire d'envisager ça comme ça et que c'est pas pris en charge par une structure étatique et que c'est pas pris en charge de manière beaucoup plus... à une échelle beaucoup plus grande. Je pense que le fait que c'était aussi difficile de mettre ce projet en place et qu'on ait passé autant de temps à le justifier, à le structurer, à faire en sorte qu'il soit entendu. Je pense que ça donne un goût de victoire particulier à ce projet et au fait qu'il soit reconnu. Je pense que la plus grande fierté, c'est qu'il soit reconnu par les femmes, par les résidentes qui y vivent et qui reviennent et qui poursuivent leur route et qu'au bout de quelques années reviennent, demandent des nouvelles de la Sisters House, en parlent à d'autres femmes qui sont encore en route quelque part en Europe. Donc ça montre quand même que l'objectif de créer un espace safe, en confiance, où on propose plus qu'on en pose, on écoute plus qu'on suggère, je pense que c'est quelque chose dont on peut être fier. J'imagine que la suite de ce travail-là est aussi celle de la normalisation de ce genre d'espace d'accueil. Normaliser le fait de bien accueillir et de prendre en compte d'abord les besoins qui sont exprimés par les personnes qu'on accueille avant de vouloir nous imposer des modèles d'accueil ou des contraintes. Et qu'en même temps, ce que j'espère que ce projet pourra continuer de mettre en place, c'est la possibilité de revisibiliser les femmes migrantes, pas uniquement en tant que femmes victimes vulnérables, les présenter plus régulièrement comme des actrices de cet accueil aussi et de cette interaction qui se noue entre les citoyens de la société d'accueil et les personnes qui arrivent, de pouvoir les présenter dans leurs conditions de femmes qui décident sur leur avenir et qui ont été en mesure de avoir des outils, des stratégies, des moyens de dépasser toute une série d'obstacles terribles. Le fait que ces femmes puissent être vues et perçues comme elles sont et pas à la fois comme des objets de la politique migratoire ou des femmes vulnérables. Et donc de contrarier ce discours qui est assez général aux personnes en migration de la vulnérabilité, mais encore plus dans le cas des femmes. Moi, j'aime à croire que si on a été capable de mettre en place des choses dans l'urgence, que ce soit au niveau associatif, citoyen, et que ce soit même parfois au niveau politique, j'aime à croire qu'on crée des précédents. Vraiment, on met des pieds dans des portes qui jusque-là étaient fermées, quoi. Et je pense que sur la petite histoire, l'histoire assez courte finalement de la plateforme citoyenne qui a été créée en 2015, donc c'est vraiment tout récent, on voit à quel point il y a une évolution. Donc ça, je trouve ça donne de l'espoir sur la suite, évidemment. Mais les événements, les situations compliquées, la géopolitique de certaines régions, le changement climatique, vont continuer à générer des mouvements de population. Et en fait, c'est comme ça depuis toujours. C'est juste que, du coup, parfois j'ai l'impression qu'on fait systématiquement un peu 3 pas en avant, 2 pas en arrière, comme ça. C'est qu'il y a des choses assez folles qui se mettent en place, avec parfois peu de moyens, qui s'institutionnalisent. Il y a des choses, des bonnes pratiques issues des pratiques vraiment très locales et citoyennes qui sont mises en avant, qui deviennent structurelles et qu'on soutient, etc. Mais aussi, d'un autre côté, il y a plein d'acquis et de droits qui sont mis à mal, quoi. Et qui, du coup, nous font nous dire, en fait, les acquis sociaux et les acquis de solidarité sont là, mais il faut pas les prendre justement pour acquis. Il y a toujours je pense qu'il y aura toujours ce besoin
d'avoir un regard critique sur la manière dont les choses sont mises en place et qui parfois est très fragile, quoi. Même au sein d'un seul et même pays, on le voit en Belgique, le gouvernement fédéral est capable de se dissoudre et de tomber sur des questions migratoires. Donc c'est dire l'importance que ce débat-là a dans notre environnement, dans notre pays. Donc j'ai un regard un peu mitigé sur l'avenir, mais je crois qu'il faut garder un peu espoir parce que sinon tu tiens pas, quoi. Mais alors que les lignes politiques peinent à bouger et à apporter des solutions aux questions migratoires, force est de constater que les mouvements citoyens et militants, eux, font bouger les choses. Des années plus tard, nous sommes là pour témoigner que cette lutte, cette organisation, cette créativité de la solidarité a porté ses fruits. Pour ce qui est de défendre les droits des femmes migrantes et pour la question de la non-mixité ou des moyens alloués pour la prise en charge des femmes, rien ne semble jamais acquis et stable. Le changement de société et de mentalité est en cours, mais il ne faut rien lâcher. Je pense que l'hébergement citoyen a été essentiel pour cette question et je pense que c'est vraiment quelque chose qui a changé le cours des choses et qui a été inédit par son ampleur, mais aussi par son impact en termes de changement des cadres, de changement des mots qu'on emploie. Le fait qu'on ait, on pense, plus que 10 000 personnes qui ont au moins une fois hébergé quelqu'un. Si on multiplie toutes ces personnes par leur souper de Noël, on a vraiment beaucoup de gens qui ont au moins une fois entendu parler de migration d'une manière différente, avec un visage, avec une histoire. Et je pense que ça, c'est essentiel justement pour contrer cette ambiance de peur et de stigmatisation de ce migrant qui va arriver ici et nous mettre en danger. Dans cette manière de penser-là, en fait, on serait toujours en train de se dire on ne sait pas accueillir, vu que l'État nous dit qu'il n'y a pas les moyens, qu'il n'y a pas l'espace, on ne sait pas accueillir toute la misère du monde, c'est un discours qu'on a normalisé, qu'on a entendu. Mais si, on sait accueillir. De manière très concrète, le discours un peu de la plateforme aussi, et des bénévoles au moment de l'hébergement citoyen, au moment où l'hébergement citoyen commence, c'est de dire, vous avez un canapé pour une nuit, une personne peut venir dormir chez vous. Et en fait, je crois qu'il y avait peut-être pas une aussi grande prise de conscience qu'aujourd'hui de l'importance politique que ce geste a eu d'accueillir à l'intérieur de chez soi. Mais ça en a eu une dans le changement des mentalités. Et ça, je reviens sur ce que tu disais, c'est le changement des mentalités au sein même au sein d'une même famille, d'une famille élargie, de voisins, voisines. Et en fait, ça a fait tache d'huile, quoi. Et sur quelque chose qui est très concret, c'est de juste laisser la possibilité à quelqu'un de venir dormir chez toi le temps d'une nuit. Et c'est un acte hyper politique, mais c'est de l'intime, c'est du soin aux autres, gratuit, dans un environnement intime. Les pratiques de solidarité ont donc permis d'alimenter cette réflexion, cette image des personnes migrantes d'une autre manière. Comme si ça avait participé à la création d'un contre-récit de ces politiques migratoires et de ces récits médiatiques sur les migrations qui sont avilissants, violents et déshumanisants. Alors, est-ce que les solutions ne se trouveraient pas finalement dans les initiatives locales ? Ça participe à une évolution et du coup, quand il y a des choses qui se mettent en place au niveau local et qui prennent de l'ampleur juste par le nombre de personnes qui s'y mobilisent ou qui s'allient à cette cause-là, du coup, ça a tendance à pouvoir potentiellement faire changer les choses. Et on le voit avec le soutien, je pense, politique et structurel de plus en plus grand au niveau de la plateforme et au niveau de la Sister House aussi, de manière très concrète, quoi. Mais d'un autre côté, on continuera, je pense, à utiliser des rustines sur un pneu en très mauvais état si les politiques européennes ne changent pas de paradigme, quoi. Si la Sister House et la plateforme ont été progressivement financées par le gouvernement régional bruxellois depuis quelques années, ces dernières ne sont pour autant pas soutenues par le gouvernement fédéral en charge de la politique migratoire, qui applique toujours quant à lui une politique dans la veine de l'Europe, celle de la dissuasion et de la criminalisation, au détriment de l'accueil et du respect des droits humains. C'est qu'on sera toujours à essayer de s'adapter aux pratiques et aux décrets qui arrivent et qui sortent du chapeau de l'Europe pour de manière de plus en plus ingénieuse et vraiment de manière très violente, quoi, mais méchamment ingénieuse, pour trouver des manières de
bloquer, repousser et faire dégager les gens qui souhaiteraient arriver en Europe, quoi. Et que tant que l'investissement financier et politique sera axé dans ce sens-là, on continuera à avoir j'ai l'impression, des initiatives locales qui devront s'adapter continuellement. Et donc, en fait, c'est un espèce de jeu de chat et la souris où la souris a quand même du pouvoir, quoi. Si on dit que le milieu associatif et les initiatives locales sont la souris, elles ont du pouvoir. Mais malheureusement, le chat reste celui qui décide du jeu, quoi, des règles du jeu. Il y a donc d'un côté des mesures qui cherchent incessamment à empêcher les personnes de se déplacer et de demander l'asile, et en même temps, la criminalisation de la solidarité et le sabotage des stratégies juridiques mises en place par les groupes militants et les associations. Et les grands perdants restent les hommes et les femmes en migration. Les actions citoyennes et des associations reviennent alors à contourner les complications implantées par les politiques migratoires, qui semblent, elles, inébranlables. Pourtant, nous avons quand même un exemple récent de méthodes très différentes appliquées pour l'accueil des réfugiés ukrainiens et ukrainiennes, ce qui permet, il faut le souligner, d'observer le racisme structurel de notre politique et laisse à penser que selon ses intérêts géopolitiques, l'État belge est prêt à employer d'autres mesures que celles qu'il réserve à certaines populations. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la mobilisation importante autour de la cause ukrainienne et la réflexion menée au sujet des conséquences des politiques migratoires ont permis à l'Europe d'organiser au mieux cet accueil. Par exemple, les deux paradigmes principaux de la politique migratoire qui sont celui de la suspicion, donc du fait qu'il y a des vrais et des faux migrants et qu'il faut se protéger des faux et donc faire subir des procédures terribles aux vrais. Ce paradigme, il tombe avec le fait qu'on octroie une carte aux réfugiés ukrainiens directement qui leur permet d'accéder au marché de l'emploi, à la formation, de se mettre en route vers l'intégration, la stabilisation dans le pays. Et le deuxième paradigme qui tombe est celui d'empêcher les mouvements secondaires, donc le fait qui justifie aussi l'existence des migrants en transit et de toutes les personnes qu'on accueille, c'est que on a permis aux ressortissants ukrainiens de se déplacer librement en Europe, de choisir en 90 jours le lieu où ils voulaient s'installer et d'introduire une demande de protection dans ce pays choisi par eux. Et en fait, ces deux mesures qui ont questionné la politique migratoire des 40 dernières années sont aussi fort en accord avec des études et des recherches qui ont été menées, notamment à l'initiative d'associations et de mobilisation d'action collective, qui montrent par exemple que les liens sociaux dans le pays d'accueil sont essentiels pour l'intégration dans le marché du travail, et donc pour décharger l'État de ses compétences d'accueil et d'accompagnement. Et donc en fait, le fait qu'on permette aux personnes d'aller là où ils ont des attaches, même s'ils sont moindres, par exemple des gens qui parlent un peu le français, c'est naturel qu'ils se dirigent vers des pays francophones, ou là où ils ont des amis ou de la famille, en fait, non seulement ça permet une intégration plus rapide et donc une installation plus sereine, comme ça décharge l'État. Et donc, en fait, c'est tout le contraire de ce qu'on pratique avec tous les autres personnes qui viennent ici demander une protection. En même temps, autre chose que beaucoup d'études sur l'immigration montrent, c'est que au plus les personnes sont intégrées, insérées dans la société et au plus les frontières sont ouvertes, elles ont la possibilité de se déplacer, plus il y a de probabilité qu'elles retournent à un moment donné dans leur pays d'origine. Par exemple, dans le cas des Européens, le fait que les Européens puissent garder un lien avec le pays d'origine et y retourner régulièrement et avoir des contacts permet de garder des liens qui favorisent aussi le déplacement. Alors qu'on a vu dans des expériences, par exemple, à des frontières qui ferment et qui rouvrent, par exemple au Mexique entre le Mexique et les États-Unis, que
au plus les frontières sont fermées, au plus les personnes restent aux États-Unis. Parce qu'il y a la peur, combien de personnes sans papier on a rencontré qui sont en Belgique depuis 10, 15, 20 ans, qui sont jamais retournées voir leur famille, qui ont peut-être perdu leur père, leur mère, et qui n'ont pas pu y aller parce que les papiers ou l'absence de papiers ne leur permettait pas. Et donc, en fait, tout ce qu'on a appliqué dans l'accueil des réfugiés ukrainiens répond à la fois à des outils qui ont été mis en place par des associations telles que la plateforme en résistance aux politiques migratoires, mais aussi se sont basés sur des constats qui vont complètement à contre-courant de ce qui a été des questions qui ont été impondérables pendant ces 40 dernières années. Ce qu'il faut retenir de l'expérience de l'accueil des populations ukrainiennes, c'est que les moyens financiers, matériels et administratifs existent et peuvent être redistribués et mobilisés différemment. Ce dont il manque cruellement, c'est de la volonté politique. Il est donc possible de faire autrement. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre et la maison se prépare à fêter le Nouvel An. Dans la cuisine, on s'active pour préparer le repas du soir. Dans le salon est organisé un atelier make-up avec une maquilleuse professionnelle qui vient offrir ses services bénévolement. Le maquillage reste ici sur la table. C'est la zone VIP de maquillage. Et si vous voulez vous maquiller seul ou la personne à côté de vous ou en face de vous, vous pouvez répéter les mouvements que Mel va faire ou vous improviser, mais c'est peut-être mieux de faire comme elle fait pour que ce soit beau à la fin, mais voilà, juste un conseil. Ok, have fun. La table est recouverte de palettes multicolores d'ombre à paupières et de gloss à paillettes. Dans les rires et la musique, les femmes se rassemblent pour s'offrir un moment de soin et de beauté. Sofia, pour l'occasion, porte une robe traditionnelle et des talons aiguilles. Elle se regarde dans un miroir. Ça me fait plaisir, bien sûr, si je me maquille. Je veux voir ma beauté avec le maquillage. Voilà, mes traits. Je veux tracer mes traits, regarder mes traits, mes yeux. Parce que quotidiennement, dans la vie, c'est tellement court, on ne pense pas à ça. On est toujours pâle et très naturel. Ça fait du bien, mais parfois aussi, ça fait du bien de faire belle. Et ça remonte le moral. Ça remonte le moral, oui. Mais ça fait partie de ça aussi. Est-ce que tu as des rêves pour 2023 ? Oui, beaucoup. Oui. Je me suis dit, je dois faire beaucoup des efforts pour faire le mieux et pour changer ma vie. Et déjà, on est là pour ça. Sinon, je suis pas un réfugié. Moi, je suis le type de femme. C'est vrai que je suis forte, mais on a une partie aussi sensible. Je me sens parfois que je suis faible. Mais quand je regarde tout mon parcours, chaque année, ce que j'ai vécu, j'ai fait, et je vois que je suis forte. Et il faut accueillir cette année, toujours être optimiste, beaucoup. Courageuse, et beaucoup de choses positives. Voilà, je dois être positive. Et je souhaite aussi pour toutes les filles. Hein. Oui, parce que je sens la douleur de chacune. Et on est là, chacune son histoire différente. Mais on vit dans la même situation. Voilà, on est loin de nos parents. Et c'est pas facile, mais on s'aime ici. On fait tout ça pour ne pas sentir ce manque. On est comme une famille. On se sent mieux, on se sent en famille, on se sent protégé. Moi, d'habitude, je faisais avec ma famille. Il y avait des années où je faisais seulement avec ma mère. Et c'est moi qui, d'habitude, prépare les gâteaux. Donc, c'est eux qui vont maintenant sentir le manque de moi. Ma mère, j'ai parlé depuis tout à l'heure avec elle. Elle m'a dit, elle est où, celle qui prépare les gâteaux, elle est où? Je la vois triste, mais j'ai demandé, j'ai une sœur. Mais moi, je suis spéciale avec l'ambiance et tout. Ce que j'aime, moi, j'aime le bruit. Hein. J'aime le défouler, j'aime faire la musique, je danse avec les filles, tu vois.
Je suis un enfant hein, d'un côté. Bon, ouais. Il y a des gens qui me disent ça, mais moi aussi je découvre ça. J'aime voilà, sauter, danser. Voilà, j'aime les chansons africaines aussi. Ça me donne toujours envie et j'ai hâte aussi d'apprendre à danser, la danse africaine. Et voilà, je prends mon plaisir avec ça. Et je trouve que c'est bien. En groupe, que des femmes aussi. C'est spécial, hein? Pas forcément toujours les hommes dans la vie. Hein. Je découvre, c'est un point important que je dois dire, que entre femmes, je sens la force plus. Quand je regarde qu'il y a plusieurs filles qui sont vécues aussi le mal, ou je sais pas. Mais quand elles se réunissent, c'est une force que elles n'ont pas besoin de l'homme. On n'a pas besoin de l'aide de l'homme. Oui, c'est vraiment la force entre nous. Bon, on va danser alors ce soir. Oui, on va danser. Et je souhaite vraiment cette nouvelle année. On reçoit cette année avec plein d'amour et de bonheur. Voilà. Chacun il a un vœu dans son corps et de réaliser. Voilà, chacun il réalise ses rêves. Voilà. C'est quoi toi ton vœu? Mon vœu, j'ai compris aujourd'hui que j'ai battu de courir derrière mon rêve. Et avec l'âge, la vie te changera un petit peu les objectifs. Donc, pour ne pas... Moi, je continue de courir derrière mon rêve, mais pour ne pas être fatigué beaucoup, il faut faire un équilibre aussi. Je veux regarder l'autre côté de ma vie. Tu vois, j'ai besoin d'autre chose. Enfin, le rêve, on ne peut pas le dire. Hein. C'est un vœu que je dois fabriquer et courir derrière ça. Et aussi, enfin, je te dis une chose. Peut-être c'est le rêve pour tout le monde d'être stable. J'ai pas accepté ma vie comme ça. Parce que si je suis stable, c'est mon point fort. J'avance plus vite. D'être stable et d'avoir les papiers. Franchement, je dis la vérité. Ça, voilà. Là, je dis le rêve qui est important aujourd'hui. J'espère que j'aurai les papiers en 2023 de ne pas rester comme ça. Parce que j'aime avancer. Je suis optimiste, je suis très active et j'aime faire beaucoup de choses dans la vie. Donc, voilà, je souhaite en 2023 avoir ça. Une fois maquillées, les filles se rassemblent pour le repas dans les 2 salles à manger. Ouria, qui faisait partie de l'équipe cuisine, s'installe après avoir servi toutes les autres et prend en photo son assiette avec son téléphone. En souriant, elle l'envoie par message à son frère pour lui souhaiter la bonne année. Dans le salon, on pousse les meubles contre les murs pour laisser place à la fête. Sur une table à côté du sapin de Noël est dressé un buffet de soirée pyjama, plein de chips et des bouteilles de Kiddy-Bull. Dans la lumière tamisée du salon, on installe la console Wii pour une compétition de Just Dance. À toute vitesse, les femmes enchaînent les mouvements de danse pour suivre la chorégraphie projetée au mur. Sophia virevolte dans les airs sur ses talons aiguilles. Sa joie est contagieuse. Tout le monde rit. Myria joue à un jeu de société avec Anita. Elles ne connaissent pas vraiment les règles et ça n'a pas beaucoup d'importance. Elles les inventent ensemble. Asha entre dans la pièce et annonce le visage rayonnant qu'un groupe de 3 sisters sont arrivés là où leur route devait les mener. Les filles s'exclament et se prennent dans les bras. Puis un karaoké est lancé. Tous les plus grands tubes burundais et éthiopiens passent les uns après les autres.
on dit comment elle dit au revoir à sa famille. Parce qu'elle veut quitter sa famille pour aller dans une autre famille. Pour aller dans une autre famille. C'est pas si facile. C'est pas facile. Elle va voir les autres comportements que nous... Voilà. C'est une chanson joyeuse alors. Ah oui. Ok. À la Sister House, c'est en chantant et en dansant qu'on passe les derniers instants de 2022. Voilà comment nous l'accueillons la nouvelle année. Les mains sur les hanches avec les pantoufles qui frappent la cadence au sol. Comme des enfants, on se défie avec des pirouettes et on imite les autres. Puis arrive le moment du décompte de minuit. 4, 2, 1. Happy New Year, sister. Happy New Year, sister. Bonne année. Bonne année. On entend des feux d'artifice éclater au-dessus de la ville. Les filles courent jusqu'aux fenêtres dans les étages pour tenter de les apercevoir. En pensée, des vœux sont lancés au ciel étoilé. À qui est-ce que vous dédiez cette émission ? Cette émission, je la dédie à toutes les mamans et aux filles. Que si jamais elles ont eu des problèmes comme les nôtres, qu'elles viennent à la Sister House. Et si elles n'ont pas d'abri, pas de toit, qu'elles viennent se confier à la Sister House. Vous voyez, nous étions dans le désespoir. Et nous avons vu la main de Dieu. Les filles, ne désespérez pas. Dieu nous fait grâce. Gardez toujours le courage. À toutes les personnes qui nous écoutent, nous espérons qu'elles ont appris quelque chose de nous. Surtout, par exemple, pour celles qui viennent d'arriver dans un pays inconnu. Tu te retrouves dans une situation et tu penses que ça n'existe pas des personnes qui peuvent te donner autant d'amour. Que c'est chacun pour soi. Que les filles surtout sachent, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation, à la Sister House, on te donne de l'amour. Et que si jamais vous venez ici, on va vous aimer comme on nous aime nous. Voilà. Merci à vous du temps que vous nous avez accordé. Je saisis cette occasion pour remercier aussi ceux qui nous ont écoutés et qui ont suivi notre émission. Merci beaucoup. Ok, bye. Vous venez d'écouter le 8e et dernier épisode de Welcome Sister,
une série documentaire réalisée par Anna Gali et Nike Garni et produite par Liquid Sky et We Tell Stories, avec le soutien de l'Union des anciens étudiants de l'ULB. La musique a été composée par Dragan Gollartz et l'illustration a été créée par Delphine Franzen. Le mixage son a été réalisé par Cédric Van Stralen. Cette série a capturé un moment de l'histoire de la Sister House qui est toujours en mouvement. En sororité avec toutes les femmes sur les chemins de l'exil. Celles qui n'ont pas pu atteindre leur destination, celles qui sont arrivées et pour qui la lutte n'est pas terminée, et avec toutes celles qui se mobilisent et militent à leur côté. Merci à toutes les femmes qui ont voulu témoigner à notre micro et qui nous ont permis d'ouvrir une petite fenêtre sur leur réalité. Merci à la Sister House et à la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés qui ont soutenu ce projet. Merci à Delphine Demanche et à Adriana Costa Santos qui nous ont aidés tout au long du projet. Merci à Violette Deleu, Maureen Mercier, Caroline Taillet et Mélissa Rousseau qui ont prêté leur voix au doublage des Sisters. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. À bientôt!